Très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Entretien. Aujourd'hui, en fait, nous avons toujours l'habitude de parler de la situation, les enjeux politiques, les enjeux sociopolitiques de l'heure. Hein, toujours, on a l'habitude de parler avec les acteurs politiques, les acteurs sociaux, les acteurs sociaux, je peux dire comme ça, ou encore ceux de la société civile. Et pour cette fois-ci, on a essayé un peu de penser hein, quelle est la lecture d'un scientifique, hein, les sociologues, qu'est-ce qu'ils peuvent dire par rapport aux enjeux politiques. Voilà, en matière de la sécurité, en matière électorale, vous savez que nous sommes dans une année électorale et nous sommes dans une période préélectorale. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu d'en parler en long et en large avec la pensée d'un sociologue, un scientifique. Comment est-ce qu'il est en train de voir cette situation-là? C'est quoi la lecture? Voilà pourquoi nous avons cherché pour vous un scientifique, comme je venais de le dire. Et là, c'est monsieur Alain Bosso, qui est sociologue de formation, à qui je dis déjà bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va, ça tient. Ça tient. Ouais. Certainement, il est question de la République démocratique du Congo. Et là, comme je venais de le dire dans mon annonce, je parlais des enjeux politiques de l'heure. Quelle est la lecture d'un scientifique, la lecture d'un sociologue? Là, directement, parce que, en fait, je peux poser une question un peu curieuse pour savoir si les gens peuvent vous connaître aujourd'hui, c'est sous quelle casquette? Parce que nous parlons juste d'un sociologue ou peut-être d'un scientifique. Cela est pratiquement un peu vague. Si vous pouvez un peu nous en dire un peu plus. Bon, comme tu l'as dit, hein, je suis M. Alain Bosso Elenga, je suis sociologue de formation, je suis chef de travaux à l'Université pédagogique nationale. Ici, j'interviens en tant que scientifique, juste pour essayer de donner mon point de vue sur les enjeux sociopolitiques de l'heure. Voilà, donc c'est vrai que je suis un acteur et l'acteur social est multidimensionnel. Donc ici, je ne viens pas dans une autre dimension, je porte ma casquette. J'adopte la lecture d'un scientifique et cela tout en ne blessant pas d'autres sensibilités. Voilà. Ouais. Ok. Aujourd'hui, on va directement prendre notre premier cadre. Si on peut parler dans ce sens-là, on parle de la tension préélectorale. Aujourd'hui, dans les partis politiques, tout le monde est en mouvement, en train de se préparer pour les élections, tant soit pour ceux qui se sont lancés dans le processus électoral, ou encore ceux qui se sont retirés du processus électoral. Vous sentez qu'il y a un peu de la tension. La tension par-ci, par-là, ceux qui passent par les médias, ils parlent dans les réseaux sociaux, ça chauffe vraiment. Et il y a aussi une sorte d'intolérance. Quelle est la lecture que vous faites, vous, en tant que scientifique? Bien, mais la tension, elle est normale. Parce que les élections, c'est une compétition d'acteurs. Il y a plusieurs acteurs qui se mobilisent parce qu'ils sont à la recherche du pouvoir. Comme vous le savez, ces acteurs sont éminemment politiques. Ils font partie des partis politiques. Et donc, quand on est membre du parti politique, en tant que parti politique, on est à la conquête du pouvoir. Et parce que nous sommes maintenant dans un processus qui permet à ce que des acteurs politiques conquièrent le pouvoir, et donc la tension est normale. Alors, préélectoral, oui, mais parce que pour arriver au pouvoir, nous sommes dans un système démocratique. Pour arriver au pouvoir, dorénavant, les Congolais ont adopté ce régime politique qu'on appelle la démocratie, qui fait que pour que vous deveniez président de la République, pour que vous deveniez élu du peuple, vous devez passer par, n'est-ce pas, ce processus qui consiste à ce que les Congolais puissent vous choisir. Et alors, les acteurs politiques sont dans ce que j'appelle la peur de l'inconnu, parce que cette compétition, on ne sait pas qui va gagner. Vous avez vu l'engouement, n'est-ce pas, qu'il y a eu lors des dépôts de candidatures. Nous sommes à des centaines de milliers de candidats pour, par exemple, au niveau de la députation nationale, pour 500 sièges. Ouais, dites-vous que les gens, c'est normal que les gens aient la peur de l'inconnu. Parce qu'ils ne savent pas exactement, ils n'ont pas l'incertitude. Voilà, en fait, ils sont dans une zone d'incertitude. Vous voyez, quand quelqu'un entre dans une zone d'incertitude, ce qu'il développe, parfois c'est la peur, parfois c'est l'agitation, parfois tout ce que nous voyons à travers les médias en ligne. Ou, voilà.
Et donc, cette tension, elle est normale. Mais alors, est-ce qu'il faut-il qu'on cède à la tension? Non, non, c'est pas la tension. Voilà pourquoi le processus lui-même est régi, n'est-ce pas, par des règles. Vous voyez, la commission électorale indépendante nationale, qui est l'organe qui organise les élections, est régie par des règles. Et donc, les acteurs qui viennent en compétition sont eux aussi régis par des règles. Donc, il faut respecter les systèmes de jeu. On ne cède pas à vos agitations, on ne cède pas à vos mouvements ou à votre intolérance. Mais ici, on reste sur une question de la normalité, parce que les élections, c'est la norme. La démocratie, c'est aussi la norme. Vous voulez accéder au pouvoir, il faut respecter les normes qui vous conduisent à l'accession au pouvoir. Et donc, ces tensions sont naturelles, mais question maintenant de se maîtriser, d'adopter la posture de quelqu'un qui compétit. Voilà, quand on compétit, on mobilise son jeu, on invente un système de jeu, tout en sachant qu'en face de vous, il y a des adversaires qui, eux aussi, ont leur système de jeu. Et donc, ce sera une confrontation des systèmes de jeu. Bon, dites-vous que les acteurs qui, dans leur manière de faire, d'agir, de se comporter et de se mobiliser dans la conquête du pouvoir, élaborent des stratégies, chacun étant dans un camp comme dans un autre, c'est des bonnes guerres qu'il y ait des agitations et des tensions. Mais que ces tensions ne se tensionnent pas en conflit. Voilà, c'est ce qu'il faut peut-être dire ici, que les tensions ne soient pas synonymes des conflits. Donc, il y a tension parce qu'on est en diversité politique et donc, cela ne peut pas être synonyme des conflits. Parce que nous avons vu lors du dépôt des candidatures de certains candidats, entre autres Matata Pogno, il y avait aussi Rex Kazadi, si je peux citer vraiment les noms, il y a encore Constant Moutamba. Nous avons vu des vidéos des partisans qui s'insultaient sur la place publique, non seulement s'insulter, et qui s'y insultaient aussi même certains leaders. Et nous voyons que cette situation-là risque de nous plonger dans un chaos, peut-être pendant les élections, même aussi après les élections. Non, en fait, le problème, c'est la gestion de la foule. Vous voyez, on a ouvert la période de dépôt de candidature pour le candidat président de la République, mais il s'est fait que, c'est pas comment ça fonctionne au niveau de la CENI, il s'est fait qu'il y a des acteurs, candidats, qui se sont rencontrés lors du dépôt de dossier. Et chaque acteur, quand il va déposer, n'est-ce pas, sa candidature, il s'est fait accompagner de la foule. En fait, c'est les partisans, les gens qui sont derrière lui, ceux qui croient en lui. Voilà, mais ok, que ces deux catégories, ces deux groupes de gens se rencontrent dans un contexte tel que, bon, voilà, celui-là c'est un candidat et nous aussi nous avons accompagné le nôtre, qu'il y ait de colibés qui soient lancés d'un cas contre un autre. Je ne tolère pas cela, mais je dis qu'on pouvait éviter cela. On pouvait peut-être demander aux candidats de s'amener eux-mêmes. Bon, et là aussi, c'est complexe parce que dans le contexte politique de notre pays, généralement, les candidats se font accompagner de la foule. Vous peut-être faire ce qu'on appelle confirmer sa popularité, n'est-ce pas, au sein de l'opinion publique, au sein de la population. C'est faire voir que lui aussi a derrière lui, il traîne derrière lui, n'est-ce pas, une partie de la population. Et donc, s'il faut faire le jeu, on fera le jeu avec lui. Déjà au niveau du dépôt de candidature, donc ce qui présage en fait la compétition et ce qui présage que déjà il y a une sorte de campagne qui ne dit pas son nom, qui commence déjà, voilà. Peut-être que la CENI pouvait éviter ça, qu'il n'y ait pas d'acteurs qui se rencontrent ou qu'il n'y ait pas des acteurs qui s'amènent avec leur groupe pour éviter qu'il y ait des échauffourées, qu'il y ait oui, dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, si nous pouvons parler, maintenant dans la peau de celui qui peut amener une solution par rapport à cette situation, quel serait le discours qu'il faut apporter, que ce soit à ces acteurs politiques ou encore à ces partisans des partis politiques, ceux qui accompagnent leur leader ou ceux qui ont adhéré à une certaine idéologie? Le problème, il est d'ordre structurel. Je crois que les membres des partis politiques ou les partis politiques, les dirigeants des partis politiques devaient travailler avec des citoyens. Parce que vous voyez, un parti politique, donc dès qu'il a l'adhésion, n'est-ce pas, des citoyens, il doit se lancer directement dans la formation de ces citoyens. Donc, il ne faut pas que vous ayez des membres du parti politique qui sont rebelles à leur propre pays. Non, non. Un parti politique, ce n'est pas un groupe rebelle.
C'est un cadre fonctionnel, c'est un cadre citoyen, de formation et d'encadrement des citoyens. Et donc, les partis devaient travailler à donner à leurs membres, à les doter, à les aider à adopter des comportements citoyens. Et ces comportements citoyens sont tels que les citoyens sont tolérants les uns envers les autres. Que vous puissiez accepter la contradiction, même si vous ne partagez pas le même point de vue avec l'autre camp, mais que vous acceptiez, parce qu'il s'agit du jeu démocratique. Le jeu démocratique, c'est un jeu pluriel, c'est plusieurs acteurs qui compétissent, n'est-ce pas, dans ce processus électoral. Et donc, il faut que le candidat travaille à conscientiser la population, à socialiser la population au mode de vie citoyen. Malheureusement, il se fait que les partis politiques sont plus ils se lancent plus aussi d'emblée dans la conquête du pouvoir, en élaborant des stratégies de conquête, mais ils oublient parfois le travail qui devait commencer à l'avance. Ce travail à l'avance, c'est celui qui consiste à socialiser les citoyens, à socialiser les Congolais. Et si un parti, on se rend compte qu'il a des citoyens qui n'obéissent pas à la loi, qui n'obéissent pas aux institutions, qui n'obéissent pas aux règles établies, et donc il y a un problème. Et donc le travail, c'est au niveau des partis politiques. Comment fonctionnent les partis politiques? Comment socialisent-ils leurs membres? Quelle est la procédure de recrutement? Et quand on a recruté, qu'est-ce qu'on fait par la suite avec les gens qu'on a recrutés? Est-ce qu'on ramasse des gens gauche-droite qu'on met ensemble sans les avoir encadrés, sans les avoir socialisés, sans les avoir initiés au mode de vie citoyen? Et donc voilà, c'est ça le problème. Par là, est-ce que nous pouvons directement dire que dans chaque parti politique, on devrait avoir au moins une catégorie de scientifiques, entre autres les sociologues et aussi les psychologues? Bon, en fait, les partis politiques réunissent tout le monde. Hein. L'adhésion, elle est libre. L'adhésion est libre et vous adhérez dans un parti politique par votre volonté. On vous prend pas par force. Voilà, qu'il y ait des scientifiques qui adhèrent dans le parti politique, mais encore qu'il faut qu'on donne le temps à ces scientifiques de faire leur travail. Vous avez des partis politiques qui sont là, qui ont leurs membres, mais est-ce qu'on reconnaît qui est qui doit faire quoi, ainsi de suite? Parce qu'il faut savoir que les partis politiques sont des cadres sociaux. Nous sommes dans un cadre social général qu'on appelle État. L'État, c'est le cadre social dominant et qui a dominé toutes les autres structures et qui les a assujettis, n'est-ce pas, sous son contrôle. Et comment l'État assujettit les autres cadres sociaux? C'est par l'établissement des règles. Et les règles qui s'imposent à nous, et tous nous sommes obligés, nous sommes appelés à obéir aux règles que l'État établit. Et ce qui fait que ces cadres sociaux, notamment le parti politique, devaient travailler à la consolidation de cet État-là. Et en tant que cadre social, ils devraient travailler à la socialisation des membres du parti politique, de leurs membres. Et donc, si les membres ne sont pas bien socialisés ou qu'ils sont seulement venus parce qu'il y a, à l'occasion des élections, voilà, c'est ça le problème parfois. Il y a des membres qui sont mobilisés à l'occasion des élections, mais ils n'ont jamais été socialisés par les partis. Ils ne connaissent pas les partis, le fonctionnement du parti, les valeurs que les partis portent, les valeurs citoyennes. Mais ce sont des gens qui, circonstanciellement, qui se retrouvent là à l'occasion des élections et ils sont derrière les candidats et parfois sans aucune idéologie, sans aucune éducation électorale, sans aucune éducation démocratique, et ils se trouvent dans ces contextes-là. Ne soyez pas étonné qu'il y ait des comportements parfois bizarres qu'on constate dans l'espace public. Et donc les partis politiques ont le rôle, les présidents, les gestionnaires ont le rôle de travailler, doivent travailler à ce que ces membres soient socialisés de façon... au vu de la situation du pays sur le plan social, le peuple attend beaucoup plus des solutions par rapport à la vie de la population. Donc, la lecture du scientifique ou du sociologue que vous êtes est peut-être laquelle par rapport à la situation sociale du pays aujourd'hui? Je suis moi-même un peuple aussi, je fais partie de ces peuples. Donc j'attends aussi des solutions, j'attends aussi des résolutions de la part des gouvernants. En fait, vous voyez, nous avons l'État. Nous avons l'État. Et l'État se manifeste par ses organes. Ces organes sont notamment le gouvernement et toutes les institutions qui existent et qui travaillent pour que l'on solutionne des problèmes que nous avons. Alors, l'État solutionne les problèmes par ce qu'on appelle l'action publique. En fait, l'action publique, c'est la stratégie que l'État met en place pour solutionner les différents problèmes que la population rencontre dans le vécu quotidien. Et alors, les attentes sont nombreuses. Mais en fait, il faut aussi se situer dans un contexte historique. C'est-à-dire que ces attentes ne sont pas, ou les solutions à ces attentes ne seront pas une question de bâton magique qu'on va taper une fois sur la table et demain matin on a la solution pour manger, la solution pour s'habiller, la solution pour aller à l'école, la solution pour
transports, ainsi de suite. Et cela s'inscrit dans un contexte historique et dans un contexte programmé. Mais il faut aussi se dire que reconnaître, c'est là que je dis toujours aux gens je vois beaucoup de gens adopter des discours un peu extrémistes, un peu radicaux, tels qu'il n'y a rien qui s'est fait, même depuis l'époque de Kabila, les gens avaient ce genre de discours, les gens disaient toujours qu'il n'y a rien qui s'est fait, il n'y a rien qui a été fait. Oui. On ne peut pas dire ça. En tant que citoyen d'un pays, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui s'est fait. Et donc, c'est vrai, je respecte l'opinion ou les opinions des gens, des positions, la plus des positions des gens qui, parfois par déception ou par émotion, ils peuvent dire il n'y a rien qui s'est fait. Non, non, il ne faut pas dire qu'il n'y a rien qui s'est fait. Il faut peut-être dire qu'il y a quelque chose qui s'est fait, mais qui jusque-là n'est pas consistant ou que jusque-là. Parce que nous croyons que aucun président de la République peut satisfaire tout le peuple à 100% et qu'il n'y ait pas de réclamation. C'est une réalité. C'est une réalité. On ne répond pas. En fait, les résolutions aux problèmes de la vie d'une nation sont, comme je l'ai dit, ce n'est pas une question de bâton magique qu'on va taper sur table. Et même si un gouvernant ou un président de la République ou un gouvernement est mis en place, il ne sera pas des anges qui sont venus du ciel avec toutes les solutions possibles. Dieu lui-même ne fait pas ça, ne fait pas de cette manière-là. Quand il donne des solutions, il les donne au moment opportun, dans un contexte bien déterminé, voilà, avec des gens bien déterminés. Et donc aujourd'hui, les solutions qui sont données sont des solutions qui s'inscrivent dans les temps. Nous venons, je l'ai toujours dit, hein, je l'ai dit, c'est en fait une anecdote que je donne aux gens. Généralement, la RDC, c'est un pays, nous qui avons vécu le village et qui avons navigué parfois le fleuve, il y a des endroits où vous arrivez quelque part, où vous êtes devant un horizon qui se jette, où vous ne voyez pas vraiment la fin, et d'emblée, vous regardez un bateau arrive, ou un bateau arrivé. Et avec la distance qui sépare, qui vous sépare avec le bateau, qui est chargé, vous avez l'impression que ça ne marche pas, ça n'avance pas. Et ça crée ce qu'on appelle l'illusion d'optique. En fait, la distance qui vous sépare avec le bateau, qui est chargé, la vitesse du bateau par rapport à vous, fait que cela donne l'impression de quelque chose qui ne marche pas, qui n'avance pas. Alors que le bateau est en mouvement, le bateau avance. Et c'est comme ça la RDC. La RDC, c'est un pays chargé, il y a de cela autant d'années par des problèmes. Et la solution à certains problèmes, par exemple, jusque-là, il y a des solutions qui sont données à certains problèmes. Ce ne sont pas des solutions radicales, ce sont des solutions qui sont moyennes, mais il faut reconnaître que ça avance. Ça avance peut-être à pas sûr, mais lentement. Mais dire qu'il n'y a rien qui est fait, et l'inquiétude des gens n'est que normale. Parce que vous voyez, quand vous restez dans une situation de pauvreté ou de la précarité des conditions de vie pendant très longtemps, même si on arrive aujourd'hui, vous aviez, si on se situe dans une échelle d'évaluation, sur 100 degrés, vous êtes à 30 degrés, vous avez l'impression que ça n'avance pas. Alors que bon, nous ne sommes pas au degré 0, nous sommes au degré 30, mais par rapport à 100, vous voyez que cela donne l'impression que ça ne marche pas. Mais il est vrai que aujourd'hui, au regard de ce qui s'est fait, au regard de ce que le gouvernement fait, les actions qui sont mises en place, donc il y a espoir que demain après-demain, ça avance. Certaines solutions sont données, notamment par le gouvernement en place. Et les solutions qui sont dans le secteur éducatif, les solutions qui sont dans le secteur de la santé, par exemple, les solutions qui sont dans le secteur de la construction des infrastructures, ce sont des solutions. Et tout fait partie du social. Parce que les gens disent, écoutez, on fait ceci, on fait ça, mais on ne voit pas du social. Mais c'est quoi le social? Le social est global. Le social est global. La construction d'une route, ça fait partie du social. C'est une grande thématique. Ça fait partie du social. Donc, le social, sur le plan sociologique, il est global. Il englobe des aspects à la fois éducationnels, à la fois sanitaires, des aspects infrastructurels. Donc, dès lors que le gouvernement se met à construire des routes de dessert agricole, comme nous le voyons aujourd'hui dans les programmes, à travers les programmes de 145 territoires, vous voyez, ça fait partie du social. Ça va consolider, en fait, le social. Et dès lors qu'on se met, aujourd'hui, on s'inscrit dans la gratuité, par exemple, de la maternité pour les femmes, ça fait partie du social. La gratuité de l'enseignement fait partie du social. Donc, les gens pensent que quand on parle du social, c'est seulement le fait pour nous de se réveiller demain matin, on mange le matin, on mange la midi, on mange le soir, et c'est là le social. Non, c'est pas ça le social, tout simplement. Le social, il est global. Et parce qu'il est global, il est systémique. Et comme il est systémique, il a des compartiments. Et aujourd'hui, il y a des compartiments qui subissent des modifications. Donc les compartiments sanitaires, les compartiments éducatifs, les compartiments infrastructurels sont des compartiments qui subissent des modifications aujourd'hui. Et donc, on peut dire que le social est jusque-là pas arrivé à ce que le peuple désire, mais
on peut s'inscrire dans un cadre processus. Parlons un peu lorsqu'on parle un peu du plan social, peut-être du cadre social de la population, on parle des conditions de vie de la population, et on essaie un peu de voir, parce que aussi la sécurité aussi en fait partie. Tout à fait. Aujourd'hui, nous avons, bon, le gouverneur de Nord Kivu vient d'être, il a été interpellé ici à Kinshasa. Il a été rappelé. Il est rappelé à Kinshasa, c'est, excusez-moi le terme, hein, il est rappelé à Kinshasa parce que il y a eu ce qu'on appelle aujourd'hui les carnages. Aujourd'hui, la lecture du peuple congolais se retrouve un peu dans une situation comme ici, comme s'il était abandonné par le gouvernement, par le fait de voir simplement que l'armée qui est censée les sécuriser a alors ouvert le feu sur la population. Et maintenant, quelle est au juste votre lecture par rapport à cette situation-là avant d'entrer dans l'appareil judiciaire et essayer un peu de parler de ça? Je ne suis pas en train, je ne peux pas moi ici applaudir la mort des Congolais, quelle qu'en soit la forme ou les moyens. Donc, il n'y a aucun moyen qui justifie, aucun argument qui justifie que les Congolais soient morts dans ces contextes-là. Mais en fait, il faut aussi se dire, quand est-ce qu'on n'a pas dit carnage? Les concepts de carnage viennent de qui? Pourquoi quand aux États-Unis, un militaire fusille ou un monsieur, parce qu'il est ivre et il fait le fusillade, on dit c'est le fusillade. C'est la fusillade. C'est comme ça qu'on dit. Mais quand c'est un militaire congolais qui, voilà, 2 ou 3 militaires congolais qui l'ont fait, on dit que c'est un carnage. Vous voyez, les gens qui ont créé, qui ont inventé, pas inventé, qui ont utilisé le terme carnage dans le cadre de la situation qui est arrivée à Goma, c'est eux qui ont venu en fait la situation. Tout en n'étant pas d'accord à ce que les Congolais meurent dans cette situation-là, dans ces contextes-là, je me dis, mais on en fait trop, on en parle trop, on veut exagérer un peu, permettez-moi le thème, c'est vrai. C'est un peu de porter le chapeau au gouvernement. Oui, ce sont des Congolais qui sont morts, ce sont des pères de famille, ce sont des fils, ce sont des gens qui appartiennent à des familles, ce sont des enfants d'autrui qui sont morts, mais on veut en faire en fait une sorte de marché politique. Voilà. Les politiciens sautent dessus, récupèrent l'affaire. Et alors, il y a ceux qui insistent sur le concept de carnage pour montrer que c'est en fait une criminalité bien voulue, bien préparée contre la population de Goma. Rien du tout. Comment un gouvernement qui a décrété l'état de siège, quel était l'objectif de l'état de siège ou quel est l'objectif de l'état de siège? C'est bien évidemment sécuriser la ville de Goma, sécuriser le Nord Kivu contre les attaques terroristes soutenues par le Rwanda et en 23, et aussi préserver la vie des citoyens congolais, ceux qui sont au Nord Kivu. Mais comment pouvez-vous comprendre que le même gouvernement qui a décrété, qui a pris des mesures exceptionnelles, parce que l'état de siège est une mesure exceptionnelle, c'est le même gouvernement qui a pris cette mesure-là, peut encore se donner le luxe d'envoyer des militaires sur le terrain qui font les carnages. Non, les erreurs peuvent arriver, c'est le comportement des militaires. Aujourd'hui, notre justice n'a pas tardé pour que ces militaires soient interpellés. La preuve, vous avez le gouverneur militaire qui a été interpellé, qui a été rappelé, qui est maintenant à Kinshasa. Et aujourd'hui, tel que nous parlons, il y a un gouverneur intérimaire qu'on a mis en place. Et donc, c'est pour montrer en fait le caractère urgent, le caractère prioritaire dans lequel cette question préoccupe le gouvernement. Donc, on ne peut pas dire que le gouvernement a fait une action préparée, préméditée. C'est un crime préparé, prémédité, comme j'ai entendu certains le dire. C'est un crime contre l'humanité. Est-ce que c'était prémédité? Est-ce qu'il y avait une volonté de supprimer tout un groupe de gens? Est-ce que ces gens, parce qu'ils sont membres de cette église, comme on dit, alors il y avait une volonté de supprimer une minorité? Parce qu'il y a aussi une autre question, donc, parce que lorsqu'on parle de Wazalendo, il y avait aussi ce groupe de jeunes qui sont armés, qui combattent contre le M23, qui combattent contre les Maïmaï, qui combattent aussi contre les forces en place, en fait, les forces républicaines. Oui, en fait, on est un peu dans cette confusion-là, on ne comprend pas pour qui ils combattent. C'est ça la complexité de la question sécuritaire à l'Est. Nous n'étions pas sur place, moi je ne suis pas un militaire, je n'étais pas sur place, je n'ai pas non plus d'un formateur qui sont militaires ou c'est pas moi. Mais en fait, il faut se dire ceci, il faut se poser la question, quelles étaient les données sécuritaires à la disposition des forces armées? Voilà, quand le mouvement était programmé, ils ont dit, bon, ils vont marcher tel jour, ainsi de suite. Au-delà de tout ce que nous avons entendu, au-delà de tout ce qu'on a dit, que voilà, c'est un groupe religieux, c'est une église
qui voulaient manifester contre la MONUSCO, contre la présence des forces africaines, East African Community. Mais au-delà de tout ce que nous avons entendu, quelles étaient les données sécuritaires à la disposition des forces armées ou de tous les services de renseignement ou tous les services d'intelligence de notre pays? Et le fait qu'on a mis, par exemple, certains éléments de la garde républicaine à l'avant-ligne, c'était pourquoi? Donc, quoi que la question, elle est celle-là. Il faut peut-être s'interroger, voilà, quelle menace constituait ces gens-là? Derrière eux, qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qui était caché, que nous n'avions pas, que nous ne connaissons pas à l'avance, et qu'eux peut-être avaient l'information, et ce qui a justifié cette manière de faire, même si on fustige le fait que les militaires, on identifiait des civils qui n'étaient pas aussi assez armés, ne pouvaient pas aussi agir de la manière, on pouvait modérer l'action qui a été menée, mais jusque-là, seule l'armée et les services de renseignement avaient l'information sur la situation qui s'est passée en ce matin-là à l'Est. Voilà, mais les gens qui commentent, gauche-droite, tout ce qu'on sait, c'est la récupération politique. Les gens récupèrent. Comme c'est une situation, il faut changer le gouvernement, mais c'est des bonnes guerres. Ils sont ce sont des adversaires. Ceux qui sont en opposition, ils trouvent l'occasion de tirer à boulet rouge au gouvernement, et c'est le moment, et voilà, c'est comme ça. Monsieur Alain, nous rappelons que vous êtes scientifique, corps académique. Scientifique, corps scientifique. Je suis pas corps scientifique. Les corps académiques composés des professeurs. Ah, uniquement. Là, nous sommes déjà à la fin de notre entretien. On devrait plutôt parler aussi de la situation, un peu essayer de faire l'autopsie, si on peut aller jusqu'au mot, l'autopsie de l'appareil judiciaire avec les arrestations, les condamnations, et un peu dans cette lecture-là. Mais allons un peu droit parce que il nous reste pratiquement 2 minutes 30. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est à New York. Et là, il pourra prononcer un discours, ça sera pratiquement demain mercredi. Vous, en tant que scientifique, quel message ou quelle peut être l'attente de la population congolaise par rapport à ces discours que le président de la République pourra prononcer demain sur la tribune des Nations Unies? Merci pour la question, mais avant que je n'y arrive, je voulais faire une petite parenthèse, ouvrir une parenthèse de la famille rapidement aussi des questions à la justice. Vous savez, nous sommes une nation, un pays, un peuple qui est caractérisé d'un paradoxe. J'appelle ça un comportement paradoxal. Nous sommes un pays et un peuple qui dit tout haut, au point de monter sur le toit de nos maisons pour crier tout haut quand ça ne marche pas. Quand l'action gouvernementale ne marche pas, ou quand le gouvernement est caractérisé par l'inaction, on est prêt à décrier. Tout le monde décrie, tout le monde crie tout haut. Mais nous sommes aussi ces peuples-là qui, paradoxalement, quand ça marche un tout petit peu, on se tait. Tout le monde fait l'effort de se taire et de ne pas parler quand ça marche. Et ça, c'est un comportement anti-citoyen. L'on ne peut pas être citoyen seulement pour critiquer en mal son gouvernement ou l'action gouvernementale. L'on est aussi citoyen quand on applaudit, quand on donne des sanctions positives à l'action gouvernementale. Ça, il faut que les gens retiennent, les Congolais, les membres des partis politiques, les opposants, les citoyens, les membres des sociétés civiles retiennent cela. Alors, sur cette question d'attente des Congolais, les attentes sont plus réelles. Mais je crois que le président de la République, comme garant du bon fonctionnement des institutions, et c'est lui qui est le premier citoyen qui représente le Congo dans le concert des nations, et c'est lui qui porte notre voix. Je crois que les Congolais attendent que le président soit clair sur des questions liées à notre souveraineté. Et cela suscite la question de la sécurité à l'Est. Je crois qu'il va marteler de plus en plus sur cette question, parce que ça n'a que longtemps duré. Il a fait un travail, il a montré sa bonne foi, qu'il est au pouvoir pour que la grande région, les Grands Lacs, puissent travailler pour le développement. Et vous voyez, il a fait un balai diplomatique pour consulter ses amis et tous les pays voisins. L'idée, pour lui, était en tout cas de donner un message fort de l'unité et de la paix. Travaillons ensemble, développons nos potentiels ensemble, tout ce que nous avons comme ressources, développons-les ensemble pour arriver à la paix. Malheureusement, il y a eu certains leaders dans cette grande région des Grands Lacs qui n'ont pas vu ça d'un bon oeil, et ils ont commencé à faire, je parle ici du Rwanda. Et donc le président va être très fort devant les Nations Unies pour marteler cette question sécuritaire et aussi l'attitude un peu hypocrite de nos partenaires internationaux. Et c'est vrai que peut-être il va remercier, il va reconnaître
des réactions timides de certains partenaires vis-à-vis du Rwanda, il va le reconnaître. Mais aussi, je crois que la question liée à la MONUSCO va être évoquée aussi, parce que vous vous en souviendrez que par les biens de notre ministre des Affaires étrangères et de la francophonie, on a adressé une correspondance aux autorités de l'ONU pour présenter, accélérer la question du retrait de la MONUSCO du territoire congolais. Et donc je crois que cette question sera aussi évoquée lors de son propos. C'est vrai que dans les coulisses, il y a beaucoup de choses qui vont se raconter, notamment l'élection en décembre 2023, notamment la question de l'arrestation de certains journalistes et seront évoqués. Je crois que dans les coulisses, ça va être évoqué. Mais il ne faut pas ici céder à la pression de gens qui veulent satisfaire à leurs propres intérêts. Vous voyez, on est journaliste, tout court, on peut être grand ou pas grand, mais on est journaliste. Mais on est journaliste parce qu'on respecte les règles du jeu. Les règles de jeu dans les médias sont là, ils sont établis, il faut le respecter. On ne peut pas se permettre de donner une information non référenciée. Non, non, on ne peut pas. On est scientifique. Quand vous évoquez, faites un argument, vous évoquez un argument et que vous voulez vous référer à une source, il faut référencer la source. Donc, il faut indiquer la source à laquelle vous avez tiré cette... Voilà. Et ici, refuser de donner la source, ou de refuser de donner la source dans une information qui a une portée judiciaire, parce que l'action contre notre vieux qui est parti, l'honorable Okende, et l'action en justice, et toute information qui sort dans ces cadres-là doit éclairer la justice. Donc, ce n'est que normal que la justice interpelle le monsieur pour qu'il donne des informations. Si ce qu'il donne comme allégation est fondé, et la justice s'en saisit pour faire avancer les processus et arriver à établir les responsabilités sur ce qui est arrivé sur le chérubin Okende. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation et là, votre disponibilité en tant que scientifique pour parler un peu de la situation du pays, les enjeux politiques, les enjeux sociopolitiques de notre pays. Vraiment, c'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau et d'en parler. Vraiment, merci vraiment, Monsieur Alain. Merci, merci une fois de plus pour FM Télévision, un cadre, un beau cadre, c'est propre. Voilà, le standing est tellement très attrayant. Je crois que des gens qui veulent informer la population, qui veulent enseigner et éduquer la population peuvent passer par ici pour faire ce travail-là. Je crois que le cadre est approprié pour faire ce travail de sensibilisation et d'éducation de la population. Merci. Vraiment. Merci beaucoup pour tous ces mots vraiment au superlatif que vous avez employés pour nous. Vraiment, nous prenons ça et nous emmagasinons pour perfectionner le travail que nous sommes en train de faire ici. Vraiment, pour nous, très chers téléspectateurs, nous avons fini pour cet entretien d'aujourd'hui. Nous avons reçu pour vous M. Alain, qui est un scientifique, un sociologue, qui a essayé de parler tant soit peu en donnant son point de vue par rapport à la situation sociopolitique du pays. Et nous avons terminé pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement. Merci. Restez branchés sur les antennes de la FM Télévision et vous ne serez pas déçus. Au revoir. Merci.